Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, l'anti-sèche d'Amal Laoui. L'anti-sèche, c'est comment l'actualité résonne dans les programmes. On va parler aujourd'hui des conflits en Afrique, toujours avec Amal. La récré, à l'heure de la récré, on va retourner dans la classe de Gwenili, où s'invite régulièrement Naruto, le personnage de manga. Des livres encore dans la librairie, notre rendez-vous hebdomadaire avec les conseillers lecture de Célie Luton, ce sera en fin d'émission. Et puis pour nous accompagner, Martin Messonnier, c'est le grand oral. Le thème, le bonheur à l'école. Peut-on trouver le bonheur à l'école? C'est la question à laquelle répond une formidable série documentaire. Elle est diffusée depuis le 30 janvier sur Canal+ Kids. Elle est également disponible sur MyCanal. Elle vous emmène entre autres en Suisse, en Inde, en Angleterre, en Estonie, parfois même en France, et elle vous démontre que la réponse à la question est oui, le bonheur à l'école, ça existe. On en parle avec l'auteur de cette série, que je suis ravi d'accueillir, Martin Messonnier, bonjour. Bonjour. Martin Messonnier, un tout petit mot sur la structure de ces documentaires. Pour le moment, il y en a 3. C'est ça. Apprendre à apprendre, il y en a un sur le numérique, un sur la citoyenneté. Déjà, pourquoi ce premier choix ? En fait, il fallait... Au départ, je voulais faire 6 heures, parce que je voyais... À dire. J'avais tellement de choses à filmer, donc il a fallu que je réduise. Et en fait... je me suis dit, voilà, on va faire les petits apprendre à apprendre, le collège, connexion ou déconnexion, c'est-à-dire l'arrivée du numérique, et puis faut-il du numérique ou pas trop de numérique, et comment l'apprivoiser. Et le dernier, c'est Citoyens de demain, et qui est sur les plus grands. Sur les lycéens, quoi. Et c'est quelque chose qui est aussi assez important parce que ça parle à toutes les classes aussi, quoi. On ne va pas pouvoir raconter tous ces films, ça fait déjà 3 heures de documentaire. Oui, c'est ça. Mais évidemment, on va voyager dedans pendant cette émission. Quels lieux, quelles écoles vous ont, vous, le plus surpris? Parce qu'on part toujours avec des représentations. En fait, elles m'ont toutes surpris. Et en fait, elles continuent à me surprendre tout le temps. C'est-à-dire que... Parce que là, nous, on a monté aussi une plateforme en parallèle des 3 films. Bonheuralécole.org, c'est ça? Le bonheuralécole. Le bonheuralécole.org. Qui permet justement de trouver des initiatives. Et puis, il y a des écoles qui nous envoient des initiatives qu'ils font eux-mêmes. Et en fait, on trouve des trucs formidables absolument partout. Mais en plus, j'en trouve à 1 kilomètre de chez moi. Vous habitez où alors? Non, par exemple, non, mais là, moi j'habite à Montreuil, et près du château de Vincennes qui est à côté, il y a 2 écoles. Il y a le collège de Crolly qui est public, qui est absolument formidable. Du nom d'Ovide de Crolly, qui était un des pionniers de l'éducation nouvelle. Voilà, mais qui est un peu public, quoi. Et puis il y a l'école Hub School 21 qui est aussi dans le bois de Vincennes, et donc voilà, enfin elles sont là, donc il n'y a pas besoin toujours d'aller chercher si loin, quoi. Mais la clé, quand même, le point commun de toutes ces écoles, j'essaye de résumer, puisqu'une fois de plus on voyage dans le monde entier, c'est qu'on a l'impression que c'est l'école qui s'adapte aux enfants et non l'inverse. Est-ce que c'est ça la clé? Il y a ça, et puis c'est aussi le travail en équipe. Moi, ce qui m'a toujours frappé sur toutes les écoles qui réussissent, qu'elles soient publiques ou privées, finalement, ce sont des écoles qui font travailler les gens ensemble et pas les uns contre les autres. C'est-à-dire que moi, je vois encore dans les petites classes, on est encore aux médailles et tout ça, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Le problème, c'est que après, quand on se retrouve en entreprise, on se retrouve avec des gens qui savent pas travailler ensemble. Toute l'idée de faire cette série de films, c'est venu parce que j'avais fait un film qui s'appelait Le bonheur au travail avant, qui était sur comment il fallait travailler horizontalement grâce au numérique, justement. Maintenant, alors que toutes les entreprises, on a l'impression qu'ils deviennent tous pyramidaux. Et on n'est pas du tout préparé à travailler horizontalement. Et en fait, en France particulièrement, on ne sait pas travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, ça vaut pour les élèves. Beaucoup d'exemples de coopération entre élèves, de pédagogie de projet. Ils fabriquent des choses. Oui. C'est encore plus frappant du côté des adultes. Et je dis volontairement des adultes et pas des enseignants, parce qu'il y a des enseignants, on en voit plein, mais il y a aussi des coachs, des mentors, des médiateurs, toute une communauté. Est-ce que ça, c'est pas une autre clé qui singularise ces écoles? Je crois surtout, faut pas infantiliser les enfants. C'est-à-dire que quand on les prend au sérieux et quand on les responsabilise, on a des résultats extraordinaires. Et moi, c'est ce que j'ai pu constater. On leur fait confiance. Quand on leur fait confiance, on leur dit, voilà, tu peux faire ça, et même sur des activités auxquelles ils connaissent rien, ils se mettent à travailler, à chercher par eux-mêmes. Alors on va en parler du travail, parce que le but du jeu, mine de rien, c'est quand même de les mettre au travail. C'est pas seulement d'être heureux béatement, on le fera dans quelques minutes. Pour l'heure, c'est l'anti-sèche avec Amal Laoui.
Mal, vous êtes très heureuse ici. Bon, en même temps, on n'est pas à l'école, mais je vais vous faire travailler un petit peu. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes heureuse. Et on va parler, dans cette anti-sèche, qui est la façon dont l'actualité se reflète dans les programmes, on va parler Afrique. Le président sénégalais Macky Sall a débuté samedi 5 février son mandat à la tête de l'Union africaine, une présidence qui intervient, alors, dans un contexte récent marqué par la victoire du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations, mais ce n'est pas du tout notre sujet. Notre sujet, c'est la succession de coups d'État dans cette région du monde. Composée de 55 États membres, l'Union africaine a pour rôle de promouvoir la paix, la démocratie et le développement économique sur le continent. Alors ces 18 derniers mois, vous l'avez dit, il y a eu 7 coups d'État ou tentatives de coups d'État sur le continent africain, au Burkina Faso, au Tchad, en Guinée, au Mali, au Soudan. Les militaires sont parvenus à s'emparer du pouvoir. Au Niger et en Guinée-Bissau, ils ont échoué. En Éthiopie, on le sait aussi, depuis plus d'un an, il y a une guerre civile entre le gouvernement central et les rebelles de la région du Tigré. Sujet qu'on aborde dans les programmes scolaires au collège, notamment en classe de 3e. Oui, c'est ça. Alors, le continent africain est abordé dès la 4e, en classe de 3e. Eh bien, le continent africain est abordé dans le chapitre intitulé « Des colonies aux États nouvellement indépendants ». C'est en fait l'un des 4 thèmes traités dans le cadre de la 3e partie du programme intitulé « Une géopolitique mondiale depuis 1945 ». Alors, ils vont apprendre qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le mouvement d'émancipation des peuples colonisés s'accélère, les puissances coloniales soit s'y résignent, soit sont confrontées à des guerres de libération. Alors vous mentionnez la 4e, les bases ont été posées préalablement, puisque pour comprendre l'Afrique actuelle, il faut connaître ce passé colonial. C'est ça, et les élèves ont abordé la colonisation en classe de 4e, en histoire, donc on va leur expliquer comment les Français s'emparent de l'Afrique de l'Ouest et de l'Indochine. Ils vont aussi étudier les autres puissances coloniales, comme l'Empire britannique, qui a colonisé le Sud et une grande partie de l'Est de l'Afrique, ainsi que l'Empire des Indes et la Belgique qui domine le Congo. Mais la question des inégalités ou par exemple du statut juridique n'est pas abordée. La littérature anticoloniale non plus, elle n'est pas citée dans les programmes de français par exemple. Alors en histoire en revanche, donc on a évoqué l'Empire colonial en 4e et la décolonisation dès la 3e. C'est ça, la décolonisation, c'est l'un des phénomènes historiques majeurs de la seconde moitié du XXe siècle. C'est un chapitre très conséquent, très complexe. Il faudrait bien plus qu'une année scolaire pour comprendre. La question va donc faire l'objet d'études de cas. Alors l'objectif, c'est de comprendre le processus d'émancipation de la tutelle et de l'occupation par un État étranger, puis les phénomènes de développement. Problème de développement. Programme complexe, études de cas, ça veut dire que les enseignants doivent choisir, on ne peut pas tout faire. Oui, ils vont choisir, il y a 3 cas qu'on peut étudier. Il y a l'Inde britannique, l'Algérie ou un pays de l'Afrique subsaharienne. Et ces territoires appartiennent aux différents temps de la grande vague de décolonisation amorcée juste après la Seconde Guerre mondiale. Ils vont donc étudier la remise en cause de la bipolarisation du monde par ces États et ils vont apprendre des dates importantes avec la conférence de Bandung en 1950. 5. C'est ça qui proclame. Si vous m'aviez laissé le temps de répondre, Amal. Qui proclame l'existence d'un tiers-monde et donne naissance à l'afro-asiatisme, et la conférence de Belgrade en 1961, marquée par la volonté de non-alignement. Donc vraiment objectif, savoir situer cette principale phase de la décolonisation, donc 1946-1962, là j'ai révisé mes dates, et comprendre la marche vers l'indépendance et le processus de décolonisation. C'est ça, et grâce à cet enseignement, eh bien, les élèves vont devoir être capables de raconter la manière dont une colonie devient un État souverain, et ensuite de décrire les problèmes auxquels ce nouvel État est confronté. Donc grâce à ces cours, eh bien, on va donner à ces élèves des clés de compréhension du monde contemporain. Amal, merci beaucoup. Martin Messonnier en plateau, Le bonheur à l'école, c'est le titre de cette série documentaire. Pour l'instant, pas d'Afrique, mais parce que vous y êtes en ce moment, pas d'Afrique, pas parce que vous avez choisi, c'est à cause du Covid en fait. On n'a pas pu tourner, voilà. Mais c'est absolument prévu. C'était une des conditions pour que l'UNESCO nous soutienne, et donc ils nous ont soutenus, mais j'aurais dit oui, on va aller en Afrique, donc on va aller au Togo, où il y a des choses intéressantes qui se font sur le recyclage des déchets par les élèves de terminale. Justement en travaillant avec les Fab Labs et tout ça, ça c'est assez passionnant. Et en Afrique du Sud, ils ont aussi des écoles absolument pilotes, notamment une école de la brousse qui a l'air extrêmement avancée. On a aussi trouvé au Maroc une école qui fait de la permaculture dans l'Atlas. Enfin bon, voilà, on cherche justement à chaque fois des sujets originaux et distinctifs, parce que c'est ça qui est passionnant, quoi. Le bonheur à l'école sur les 5 continents, c'est dans le grand oral de Martin Messonnier. On y retourne.
Une école baptisée le Paradis des enfants, c'est en Belgique, un cours à ciel ouvert dans un cimetière sur le rapport des religions à la mort, des cours de maths mêlés à des séances de gym, ce ne sont que quelques exemples. Tout ça se passe dans cette série documentaire de Martin Messonnier, Le bonheur à l'école. On essaye de dessiner les ingrédients récurrents de ces écoles où on a l'air d'être heureux, et le on vaut pour les élèves, mais également pour les enseignants et les adultes en général. Dans les ingrédients, j'en cite quelques-uns. Il y a l'empathie, fondamentale, le co-apprentissage, oui. On apprend tous ensemble. Vous l'avez dit, la confiance en l'enfant, les pédagogies de projet, on va faire quelque chose. Je m'arrête 3 secondes sur le numérique, parce qu'il y a quand même une hybridation entre, d'un côté, vous nous emmenez dans la nature, oui, et de l'autre, on fabrique des drones, et parfois, on utilise des drones dans la nature. Donc, ce n'est pas le monde numérique versus le monde physique et naturel. Oui, pas du tout. C'est-à-dire que moi, ça fait 40 ans que je travaille dans le numérique. C'était quand l'Internet... Vous êtes un des pionniers, j'ai oublié de le dire. Voilà, enfin, ça faisait longtemps que j'étais dedans. Ouais. Et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi on a été si lent en France à appréhender le numérique. J'ai fait des heures et des heures sur Arte de films justement sur les prospectives du numérique, et je voyais notre élite a eu un mal fou à comprendre le numérique. Le numérique, c'est comme le téléphone, hein. C'est un outil, il faut savoir s'en servir, et puis il faut savoir s'en protéger aussi. Parce que, voilà. L'école numérique, c'est aussi une école qui protège des dangers du numérique. Ça, c'est très fort dans les documentaires. Je pense notamment à l'Estonie, où ils viennent recruter des futurs hackers ou hackeuses, parce qu'ils veulent qu'il y ait plus de filles dans l'informatique, jusque dans les écoles. Absolument. Et c'est ça de la responsabilisation des élèves. C'est-à-dire leur dire, voilà, vous aussi, d'abord, vous pouvez servir à votre pays. C'est quand même formidable, quoi. C'est enthousiasmant. On voit bien aussi le professeur de drone qui va emmener les élèves, soit d'un côté il va les emmener à la gendarmerie, mais il les emmène aussi voir comment ça se fait les drones dans la télé, comment faire des drones, toutes les utilisations des drones pour la nature. Enfin, voilà, on met les élèves, on leur met le pied à l'étrier. On les met en situation. Travail, quoi. Je crois que c'est dans cette séquence sur les drones, donc les enfants doivent programmer le parcours d'un drone, c'est pas évident, parce qu'il doit passer dans un tunnel, un truc, bon, bref, il se plante. Et là, un des profs dit, c'est quand ça ne se passe pas bien qu'on apprend le plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de statut de l'erreur qui est fondamentale, et que dans ces écoles que vous nous montrez, c'est pas grave de se tromper, au contraire? Au contraire, oui. Ce qu'il faut, c'est essayer. C'est essayer. Donc, le programme, les notes ne comptent pas. Le travail, il est en commun, et ça se voit aussi. Ils travaillent en plus avec des âges mélangés. Donc, c'est les plus grands qui vont aider les plus petits. Enfin, il y a aussi quand même une cordialité, une empathie entre les gens. On trouve l'enseignement mutuel qui était né en Angleterre à la fin, d'ailleurs dans le monde du travail, à la fin du XVIIIe, et qui est appliqué ici. Chaque enfant a l'envie d'apprendre, dit un professeur suisse. Ouais. Ça aussi, c'est vraiment le nœud de la chose, c'est cette conviction que vous nous donniez. C'est surtout qu'il nourrit l'envie d'apprendre, parce qu'il va apprendre aux enfants à avoir le désir et d'accomplir leur désir. Donc, par exemple, moi, j'étais surpris parce que je le voyais, j'arrive et j'en vois un qui est en train de lire une bande dessinée. Alors, il me dit, bah oui, lui, il a du mal à lire. Donc, on lui a dit, écoute, tu lis ta bande dessinée et puis tu nous expliqueras après qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, en fait, on travaille par l'envie, quoi. On travaille par l'envie, on cherche des itinéraires différents, le but étant quand même de travailler. Absolument, et le truc, c'est que les résultats sont là. Moi, ce qui m'a... L'exemple estonien est très frappant, alors en l'espèce. C'est évident, ils ont les meilleurs résultats. Ils ont les meilleurs résultats, absolument. Avec le moins d'heures de cours. Avec moins d'heures de cours, absolument. Et ils ont ils ont les meilleurs résultats en lecture, en maths, en physique. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce qui nous manque en ce moment. Donc, en fait, et moi, ce matin, je parlais encore avec un professeur qui m'appelle parce qu'elle a vu la série. Elle me dit, venez nous parler. Et en fait, je me dis, mais c'est fou, parce qu'en fait, on est quand même refermé sur cette espèce de vieille gloire française, avec la culture, avec un grand C et tout ça, et c'est nous qui avons amené les Lumières au monde, et puis on est complètement à côté de la plaque. On est un peu largué, alors. Alors, il y a quand même des exemples qui se passent en France. On va en parler dans quelques instants. Ce sera juste après la pause récré, et la récré, c'est avec Amal. Récré qu'on va passer avec une prof qu'on a déjà vue, avec du numérique.
et un personnage de manga. Oui, c'est ça. Pour avoir une classe disciplinée, cette enseignante a une stratégie bien à elle et ça marche. Elle compare ses élèves à Naruto, célèbre héros de manga. Regardez. Est-ce que vous pensez sincèrement que si Naruto avait gardé son comportement très turbulent du début, il aurait réussi à devenir Hokage à la fin? Non. Non. Ce ne sont pas des ninjas normaux que je veux. Je veux des... Hokage. Ensemble? Hokage. Avec un comportement dissipé, je ne pourrais pas, à la fin de l'année, vous distribuer le diplôme d'Hokage. Est-ce que vous souhaitez être les meilleurs élèves de cette école? Atata itara odoranai itoite metashitai no wa aoi aoi ano sora. Un zeste de révision dans notre récré. Naruto, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un manga. Un manga très très populaire, adapté en dessin animé. Et il faut savoir que la vente de mangas a explosé en France. La France est devenue le deuxième marché mondial de ce genre littéraire japonais. Plus d'une BD achetée sur 2 est un manga. En tout, 47 millions de mangas ont été vendus en France en 2021. C'est 2 fois plus qu'en 2020, avec un chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 350 millions d'euros. Et selon les spécialistes du marché de la bande dessinée, si les ventes ont fortement augmenté, c'est d'abord parce qu'il y a eu un report des dépenses culturelles vers le livre à cause de l'épidémie, mais aussi parce que le succès des dessins animés tirés des mangas contribue aussi à la vente de ces livres. Et on les trouve partout aujourd'hui, toutes les plateformes proposent Oui, des c'est mangas, ça. Les plateformes de vidéos. Voilà. Les plateformes de vidéos à la demande comme Netflix ou encore Amazon Prime Video proposent de très nombreux dessins animés tirés de ces mangas. Il y a aussi un autre facteur qui incite les lecteurs à acheter. C'est le côté feuilleton de ces mangas. Pour Naruto, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 72 volumes. Donc quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. Et parmi les plus gros succès de l'année, 7 bandes dessinées sont des mangas. Parmi lesquels il y a Naruto, Demon Slayer ou encore One Piece. Est-ce que l'exemple que citait Martin Messonnier tout à l'heure de un enfant qui aime la bande dessinée mais qui dit je n'aime pas lire, finalement c'est une façon, le manga, de rentrer dans la lecture? Oui, tout à fait. On le voit là. Vous avez vu ces enfants, ils sont fascinés par ce manga. La maîtresse peut leur faire faire n'importe quoi. Ils chantent même en japonais. Donc c'est aussi une manière d'apprendre les langues. Ouais, de regarder les autres, quoi. Si vous êtes passionné de manga et si ce n'est pas encore fait, allez voir Le Splendide Sommet des Dieux. C'est un film qui est sorti récemment sur un manga célébrissime. Et là, moi je dis, il y a aussi l'histoire du manga. C'est très intéressant. Il y a cette histoire. C'est le premier mangaka, c'est-à-dire le auteur de manga. Auteur de manga, c'est Osamu Tezuka, qui en fait était médecin au moment d'Hiroshima. Et il gagnait sa vie. Il était étudiant en médecine à l'époque et il gagnait sa vie en faisant des dessins et tout ça. Et puis il a commencé à raconter des histoires. Il a écrit, je ne sais plus combien de livres, mais par centaines. Et il écrivait pour tous les âges. Et son but, c'était toujours de montrer combien la guerre était horrible. Et, il y avait une vertu éducative, en somme. Toujours. Et ça a été inventé par un médecin. Absolument. Voilà. Mais comme vous le savez, dans l'histoire de la pédagogie, c'est très frappant, mais beaucoup de pédagogies innovantes ont plutôt été créées par soit des médecins, des psychiatres. En tout cas, Montessori était médecin, Itard était médecin. Mais il y en a beaucoup parce qu'ils avaient affaire à des enfants qui avaient un problème. Il fallait résoudre le problème. Kortchak s'est occupé d'enfants également qui avaient des problèmes. Et il n'avait pas le choix. Il fallait s'en occuper. Alors on s'en occupait, on inventait. Voilà. On s'est appris des choses mutuellement quand même. Elle n'est pas géniale, la salle de classe de la quotidienne de School TV. Allez, suite du grand oral dans quelques secondes avec Martin Messonnier. Voilà, apprendre, c'est ça. Chacun apporte sa pierre. C'est aussi méditer en pleine conscience au Portugal, se rouler par terre avec ses profs en Inde. Si, ça se passe le matin. Programmer des drones en Estonie. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, vous regardez la passionnante série documentaire Le Bonheur à l'école de Martin Messonnier. Des élèves heureux, des enseignants heureux. Quand même un mot sur le rôle des enseignants qui change complètement. Encourager et aider sont 2 mots qui reviennent à plusieurs reprises pendant les 3 heures de documentaire. Et donc, c'est pas enseigner, délivrer son savoir. Du moins, ça n'est pas seulement ça, parce qu'il n'oublie pas de le faire. Mais il y a la posture qui change. La posture, c'est des rôles de mentors, en fait. C'est des rôles de mentors qui sont là pour inciter, donner l'envie d'apprendre. C'est-à-dire vraiment inciter, pousser les enfants dans ce qu'ils ont envie, et puis aller les rechercher en disant, voilà, si tu veux arriver à faire ça,
tu pourras faire ça. Ce matin, je parlais avec une professeure de gestion qui m'appelle Passez votre vie au téléphone avec des profs. Voilà, de la Lozère, absolument. Et donc, j'ai dit, mais moi, si j'avais eu un prof de gestion qui avait pu m'aider quand j'ai démarré dans la vie, ça aurait été génial, parce que j'ai dû tout apprendre tout seul. Donc, voilà. Et en fait, c'est vrai que... Alors, elle me dit, elle dit que ses élèves ont du mal à être passionnés. J'ai dit, mais regardez ce qu'ils ont envie de faire. L'exemple des mini-entreprises. Voilà, les mini-entreprises. R sur la liste, c'est ça, oui. Et Dream Makers, là, R sur la liste. Il y a des... Enfin, en fait, en France, il y a des trucs formidables, mais on ne le sait pas. C'est ça. On en voit quelques-uns dans votre ville. Alors, ceci étant, vous disiez en France, on se gargarise on a inventé les Lumières, on a inventé, etc. Il faut quand même que l'organisation du pays soit en phase avec l'organisation du système éducatif. Je m'explique, en Estonie, ça fait 30 ans qu'ils ont numérisé le pays entier. C'est un petit pays, 1,5 million d'habitants. Ils respirent à ce rythme-là. Oui, mais en même temps, ils ont La France, elle a d'autres missions. L'école, d'ailleurs, Amal le rappelle souvent quand on parle des programmes. Il y a aussi la transmission des savoirs, former des citoyens, etc. Bien sûr, mais ils ont fait confiance à leurs écoles et aux collectivités locales. Et donc, beaucoup d'autonomie. Ils ont donné l'autonomie complète. Et ils y tiennent vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose... Parce que là, moi, je suis en coproduction avec l'Estonie, là, mon projet de... ça, ils doivent vous aimer, hein, vous leur faites en faire. Et voilà, l'Estonie, maintenant, ils veulent continuer avec moi sur ma plateforme et tout ça. Et donc là, on est en discussion souvent. Et ils sont vraiment... l'indépendance, ils y comptent. Plateforme qui s'appelle lebonheuralécole.org. Mini question, vous êtes, donc je vous ai présenté comme réalisateur, producteur, mais vous avez aussi produit du rap, vous avez été un des inventeurs ou apporteurs de la world music en France, vous avez été journaliste, non, si, ne niez pas, vous avez été guitariste. Toujours. À 16 ans, toujours. Qu'est-ce qui vous donne à un moment envie de vous coltiner cette question qu'est l'éducation en 2 minutes? Même pas en 2 minutes, en 20 secondes d'ailleurs. D'abord parce que j'ai une fille très jeune et donc je me dis ça c'est quand même pour elle que je fais ça. Et puis aussi je me dis c'est quelque chose que je donne à mon pays aussi, c'est de donner des idées. Et puis en fait j'adore être avec les gosses. Voilà. C'est une excellente raison, merci beaucoup. Amal, vous allez céder la place à Célie. Célie, c'est notre libraire à la librairie des enfants, c'est à Paris dans le 17e, et chroniqueuse de la quotidienne de School TV dans un instant. Et la librairie, c'est avec Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Conseil de lecture, et on commence, chère Célie, par Timothée Levéel, Le lièvre et les lapins. C'est pour les petits à partir de 4 ans. Pourquoi nous conseillez-vous ce très beau livre? Eh bien, Emmanuel, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'amour. Oh. Oui, c'est pas de l'amour avec des... C'est parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, en fait. Oui. Et là, avec cet album, nous allons parler d'amour dans la famille, notamment avec l'adoption. D'amour de l'auteur pour vous aussi, non? Il faut d'une certaine affection. Il y a une jolie dédicace. Hein. C'est de l'admiration. J'admire vraiment... Il vous admire aussi. Son travail. C'est l'histoire d'un lièvre. Un lièvre adopté par une famille de lapins de Garenne. Et il les aime vraiment, mais il ne les comprend pas toujours. Ils ont des habitudes, ils ont des jeux qui ne l'intéressent pas forcément. C'est une famille d'adoption, c'est pas tout à fait la même espèce. Oui, puis les lapins sont peureux, ils restent tout le temps entre eux pour éviter toute menace. Mais lui, ce qu'il a envie, c'est de courir, d'aller vite, c'est un lièvre. Et un jour, il rencontre un autre lièvre, un semblable. Coup de cœur, amitié, et son ami le persuade de venir courir avec lui et d'aller dans la forêt. Attention, il est sur ses gardes au départ, il se dit « Oh là là, attention !» C'est interdit la forêt. Et oui, il y a des loups, ouais. J'ai peur. Mais allez, on y va, roulez jeunesse. Et attention, la menace arrive. Les loups arrivent. Les 2 petits lièvres sont pris au piège. Ils ont terrorisés. Ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qui arrive pour les sauver? Dites-moi, Emmanuel. Tadam, tadam, un monstre. Un monstre? Il est là, le monstre. Les loups s'enfuient, mais les lièvres, ne sont pas rassurés. Quel est ce monstre? Mais qui est ce monstre? C'est nous! Et c'est la famille. Vous faites bien de faire comme ça. C'est nous. Ils sont là, ils sont venus aider leur petit, son ami, et il les sauve. Très beau dessin au crayon. Exactement. Il vient d'où, Timothée Levéel? Il ne fait pas que du dessin. Il est issu du milieu de la danse et de la mode. Voilà. Superbe album, c'est chez Kaléidoscope. Vous le conseillez à partir de quel âge? À partir de 3-4 ans, quand même, il faut se poser pour vraiment écouter l'histoire. Voilà. Entre l'elfe et la fée, c'est un roman de Marie Desplechin dans la collection Mouche de l'école des loisirs.
Oui. Il y a des roses. Oui. On c'est continue à parler beau. d'amour. Toujours là, une histoire d'amour et d'amitié. Et surtout, on va parler aussi un petit peu, mais avec douceur. Hein, c'est un petit roman pour les enfants qui ont acquis déjà la lecture. C'est pour lire tout seul. Il y a un petit peu d'illustration. C'est pas un texte très compliqué du tout. Oui, il y a des mots compliqués. Moi, je regardais tout à l'heure, on parle des malandrins, on parle de... Oui, mais ça, c'est pour que l'enfant pose On des apprend du questions vocabulaire. après. Super. On a toujours un petit dictionnaire Et pas c'est très très- loin, c'est très intéressant. Ça se passe au Moyen-Âge, c'est l'histoire de Aubin et Nicolette. Aubin est le futur seigneur des terres. Nicolette est une petite paysanne. Leur point commun, ils sont très désobéissants tous les deux. Et on menace toujours Aubin de se faire enlever par une fée s'il n'est pas sage. Et on dit aussi à Nicolette qu'un jour un troll viendra l'enlever si elle n'est pas sage. Quand ils se rencontrent tous les deux, Aubin prend Nicolette pour une fée. Et il se dit, chouette, je vais me faire enlever. Coup de cœur, plus rien ne compte. Et oui, effectivement, la Et Nicolette se dit... c'est un troll, je vais y aller. Et ils n'ont pas peur, attention. Et ils se retrouvent donc face à face. Et Oui. une belle histoire d'amour naît. C'est de Marie Desplechin, grande plume C'est une de autre la série, littérature jeunesse. tout particulièrement. Il date de 2004, ce roman, mais Ça vaut la peine de chiner. c'est, sans On modération. le trouve chez vous encore? Oui, tous les jours, toutes les semaines, je ne peux pas m'en passer. À la recherche de Jack, c'est notre troisième livre. Votre troisième livre, c'est de Mel Darbonne, c'est aux éditions Helium. Là, c'est sorti en 2019. On grandit encore un peu. C'est pas seulement lecture autonome, là, c'est 13-14 ans. Toujours l'amour? Oui, toujours l'amour, l'histoire d'un premier amour. Vous avez vu, j'ai compris le concept. Voilà. Tu vois, petite thématique. C'est l'histoire de Rosie. Elle est âgée de 16 ans. Elle est atteinte de trisomie 21. Elle va bien. Elle est aimée. Elle est choyée par ses parents. Ça se passe en Angleterre. Exactement. On a reconnu les chaussures, d'ailleurs. Ah bah, c'est Ça très, signale rock'n'roll. l'Angleterre. Ouais, voilà. C'est ça. Et un jour, elle rencontre Jack. Et c'est un coup de cœur. C'est l'amour. C'est le premier amour Sauf de que Rosie. Jack... Jack est un, entre guillemets, hein, pour les adultes, un enfant à problème. Et pour la protéger, ses parents décident de les séparer. Rosie n'écoute que son cœur et sa liberté d'aimer. Elle va partir à la recherche de Jack, malgré la peur. Et on trouve une figure récurrente de la littérature jeunesse, c'est le roman La quête initiatique, en fait. C'est le voyage. Exactement. Mais oui, c'est cette envie de la jeunesse de découvrir. On a peur, mais on y va, c'est pas grave. Et beaucoup de dialogues. Ah oui. C'est très dynamique. C'est très dynamique, c'est une Et c'est histoire qui anglais. est très touchante. Oui, Et les Anglais savent bien faire ce genre de livre, notamment pour les ados en littérature c'est jeunesse. vrai. Célie, merci beaucoup. Merci. Elle a quel âge, votre fille, puisque vous lui faites des films? Elle a 7 ans. Mais 7 ans? Allez, zou, Ah, l'elle bah, fait la génial, fée. Parce que Oui. ça, oh, c'est gentil, parce que ça... Attention, elle tombe amoureuse à la fin, hein, en tant que père. Moi, je ne l'offrirai jamais à la mienne, mais on peut y aller. Non, mais génial. Ah, non, mais ça a l'air très bien en plus. Oui. Le bonheur à l'école, c'est le sujet. Merci beaucoup, Célie, du bonheur en lisant. Un espoir en créant maintenant cette plateforme, lebonheuralécole.org, qui a une version internationale d'ailleurs, Absolument, Happiness ouais. At School, ouais. at School. .org, voilà. c'est ça. Voilà. Votre espoir? Bah, c'est-à-dire que mon espoir, c'est de voir que les gens aient envie de changer, quoi. C'est-à-dire que sans arrêt, on voit les gens qui se plaignent de l'école. Enfin, les médias sont terribles. Heureusement, School TV arrive, mais Oui, nous, on ne peut pas Non, vous accuser de ça. les médias on ne voit que du malheur, que des choses négatives et tout ça, alors qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc c'est un peu de partager ça et puis de partager les bonnes recettes. Je veux dire, c'est un peu ce que vous faites dans les pastilles avec Amal. C'est d'aller chercher des bonnes recettes et des choses intéressantes. Et des choses intéressantes, il y en a partout. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai commencé cette recherche, ça n'arrête pas, quoi. Je vois des choses partout. Et puis, il suffit qu'on regarde chez Ashoka, les changemakers d'Ashoka. On avait reçu Elsa Grangier Voilà, mais il y a une dizaine de jours. Moi, je regarde dans leur... leur agenda. Hein. pas dans leur agenda, mais dans ce qu'ils font en Afrique du Sud, au Sénégal. C'est ça. Et dans le monde entier, on se rend compte qu'il y a des innovations Et à assez chaque formidables. fois, on se dit, bah, ça ferait un film. Ça ferait Chaque personne pourrait faire un film. Alors, une très, très, très longue série dont les 3 premiers épisodes sont disponibles sur Canal+ Kids et sur MyCanal. Ça s'appelle Le bonheur à l'école. Merci beaucoup, Martin Messonnier, d'avoir été avec nous. On peut aussi aller sur votre plateforme Internet. C'est fini pour La Quotidienne aujourd'hui. C'est pas fini pour School TV. Vous restez évidemment sur la chaîne. Et puis nous, vous nous retrouvez aussi H24 sur Internet et sur les réseaux.